Bonjour à tous. Mon talk qui s'appelle Third Party Hell et je vais vous parler de ce que c'est que de développer du code dit third party. Je m'appelle Mathias Lebrun, vous pouvez me retrouver sur internet sous le nom Bloody Owl. Je suis cofondateur et j'anime le podcast Putain de Code et je suis lead dev dans une boîte qui s'appelle Beup.io. Alors, le third party, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre page qui est de premier plan, dite donc du coup first party, et vous allez déléguer des fonctionnalités à des sites dont c'est la spécialité à partir de leur domaine. Vous allez appeler des iframes ou des SDK. Nous, dans la boîte pour laquelle je bosse, on fait un système comme celui que vous allez voir. Donc là, c'est mon blog qui est hébergé chez GitHub, donc il n'y a pas de back-end. Et en bas de la page, j'ai un petit bouton qui permet d'ajouter des widgets avec différentes fonctionnalités. Donc là, tout ça se passe sur la page de mon blog. J'aurais dû accélérer l'animation, mais bon. Voilà. Donc je pose une question. C'est long, hein. Voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui est apportées. On peut rajouter la petite image obligatoire du code prise en diagonale pour faire joli sur l'article. Voilà. Et à partir du moment où je vais sauver ce contenu, il sera disponible à tous les utilisateurs sur la page. Euh, et voilà. Donc en gros, après, les utilisateurs voient ce widget-là et j'ai eu aucune intervention technique à faire du côté de mon blog. Euh, les use cases pour du third party, ça va du widget comme vous avez vu, ça va jusqu'à la détection de fraude. Ça peut être des players, des script analytics, tout ce genre de choses qu'on n'a pas forcément envie d'implémenter nous-mêmes. Si jamais si vous avez un truc de paiement dans votre app, vous avez vu, je sais pas, les changelogs de Stripe, vous n'avez pas spécialement envie de gérer tout ça vous-même. Pourquoi pas s'intégrer au back-end de nos clients? Bah, déjà, ça fait un nombre incalculable d'implémentations. Il faut prévoir tous les frameworks, tous les langages, toutes les versions. Et ça peut carrément aller à l'encontre du service que vous proposez. Si vous faites du hosting vidéo, vous n'allez pas balancer tout le trafic chez le client. Les updates, bah, c'est que en principe, vous pouvez partir du principe que votre SDK backend il sera jamais mis à jour, vraisemblablement. Et côté UX, bah, on veut pouvoir gérer l'expérience de bout en bout, c'est-à-dire, dans le cas de notre widget, c'est de montrer un loader quand le truc n'a pas fini de charger. Et il peut également y avoir besoin carrément de runtime pour de la fraud detection ou pour des analytics, pour avoir des mesures de visibilité, des choses comme ça. Donc là, je vais vous parler un peu de la stratégie qu'on a eue, donc comment on a fait ce widget. Et on va prendre un peu toutes les étapes de désillusion qu'on a pu avoir sur le chemin pour le faire. Donc notre première approche, on s'est dit, bah, on va mettre directement les éléments de notre widget dans le DOM du first party. Et donc on écrit nos petits composants qui vont bien, nos jolis boutons, nos jolis typos, et on le teste sur une première page. Et ça finit par avoir cette gueule-là. Tout est fucké, on se dit, bon, merde, c'est pas de bol, la première page que j'ai. Je suis tombé sur un site qui avait des CSS un peu claqués. Et en fait, non, c'est pété sur 95% des pages. Merci, CSS. Et c'est pas le troll habituel du oui, c'est dur de centrer un élément. Là, c'est vraiment les principes du langage qui sont un peu emmerdants dans notre use case. Pourquoi? Parce que CSS, il y a la cascade qui va être une espèce d'algorithme qui va récupérer tous les styles pour lesquels un sélecteur match votre élément et qui va les merger selon plein de règles un peu cheloues, l'ordre de définition dans la source, la priorité des règles et tout ça. Et vous avez l'héritage qui est très pratique normalement. L'héritage qui va dire bah, si jamais le parent il a un font size SSPX, ça va bien se passer. Enfin, tous les enfants vont hériter de ça. Mais c'est un peu emmerdant quand vous contrôlez pas ce qui est au-dessus de votre widget. Et vous pouvez vous retrouver avec des propriétés CSS que vous oubliez d'annuler et qui vont rendre votre système un peu moche. Euh, on a deux solutions possibles face à ça. Soit on utilise des inline styles, soit on s'assure que notre feuille de style est toujours la dernière dans le DOM. Donc vous surveillez le DOM en permanence, et à chaque fois qu'il y a un élément qui est ajouté en bas de la page, vous le rajoutez en dernier lieu. Quelle que soit la solution que vous choisissez, il y a deux choses à faire. Enfin, deux choses, non, plus que ça. Il faut annuler toutes les propriétés, color, width, height, tout le bordel. Il faut annuler tous les pseudo-éléments, les before, les after, les first letter. Il faut annuler ça sur tous les éléments.
Il faut enlever les sélecteurs vendeurs un petit peu bizarres parce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment ça, genre les WebKit scroll bar, je sais pas quoi, WebKit meter, even less good value, je l'ai noté parce que je savais pas que ça existait ce truc-là. Il faut toujours utiliser des sélecteurs avec la priorité la plus haute possible, et il faut le faire de manière artificielle, par exemple en répétant un ID dans le sélecteur parce que ça augmente virtuellement sa spécificité. Et il faut systématiquement utiliser important. Ce qui fait que pour chaque élément de votre widget, vous allez vous retrouver à peu près avec ça, ce qui vous donne cette magnifique réaction. On a besoin d'isolation si on veut avoir un truc à peu près raisonnable. Donc injecter les éléments DOM, on va oublier. Il y a une spec qui est prometteuse, les Web Components, une spec faite par Google qui est aujourd'hui un petit peu compliquée parce qu'ils l'ont refaite et c'était un sacré bordel, mais la première version, elle promettait un truc génial, les styles scopés, qui disait que voilà, votre élément peut être isolé, niveau style, c'était cool. Twitter avait même tenté de prendre leurs embeds, les petits embeds tweets pour les mettre dans les blog posts et tout ça, et d'utiliser ça. Ça n'a pas marché. Ils ont même supprimé le blog post qui annonçait qu'ils allaient utiliser ça. Pourquoi? Parce que y a pas, en tout cas à l'époque, il y avait un browser support qui était quasi nul, ça marchait que sur Chrome. Et que les polyfills, quand du coup vous n'avez pas support browser, sont ultra lents. Je sais pas si quelqu'un utilise YouTube sur Safari ou sur Firefox, mais globalement c'est pas du tout l'expérience prévue, c'est pas votre FAI qui déconne, c'est juste que le polyfill rend la page 5 fois plus lente. Et les scope style, le support c'est la grosse ligne rouge là. Donc c'est pas encore prêt, donc les web components, on va dire non pour l'instant. Maintenant on peut prendre l'approche un peu plus extrême de se dire on va utiliser des iframes. On va carrément faire notre page et on va l'appeler via une iframe. Le problème c'est qu'une iframe elle ajoute potentiellement 2 requêtes supplémentaires, le HTML à charger pour la source de l'iframe plus les JS qui vont être dedans. Et les iframes c'est un peu limité pour la communication parce que pour échanger, vous n'avez qu'une API post-message et tout doit être sérialisé dans ces messages-là. Il ne peut pas y avoir de fonctions ou de choses assez avancées. Donc les iframes, on va oublier maintenant. Par contre, il y a une technologie avec les iframes qui s'appelle les sourceless iframes, qui est super pratique, qui à la base est un petit hack. C'est qu'on va utiliser l'iframe comme une espèce d'endroit où on va rendre nos éléments DOM. En gros, comme un bouclier autour de notre code, mais qui ne va pas avoir besoin de charger un HTML. Donc pour lancer une iframe sourceless, alors il y a un attribut srcdoc qui ne marche pas sur tous les navigateurs, ou on peut simplement utiliser aboutblank ou javascript string vide, et ça va vous faire un document vide. Et à partir de ça, on peut récupérer l'objet content window, qui va être la fenêtre de l'iframe. Et à partir de ça, vous pouvez récupérer le document, vous pouvez récupérer plein de choses à l'intérieur et ajouter votre code à l'intérieur. Par contre, évidemment, cette solution, comme on est sur le web, il y a des soucis avec les navigateurs. IE, qui ne cesse jamais de briller, ne vous permet pas d'accéder à la propriété Content Window tant que l'iframe n'a pas de domaine, ce qui nous emmerde un peu parce qu'on a justement fait une iframe sans domaine. Et Firefox ne lance pas toujours un événement load. Alors, pour régler le problème d'IE, c'est simple. Il suffit de passer une chaîne de caractères avec un script à l'intérieur qui va setter le domaine depuis l'intérieur de l'iframe. Ne me demandez pas pourquoi c'est possible, mais ça fonctionne. Et pour Firefox, on fait la même chose que quand on a un problème en JavaScript, on met un timeout arbitraire et on fait notre truc quoi qu'il arrive. Maintenant, là, il y avait des problèmes avec les navigateurs, il y a aussi des problèmes de conception même, parce qu'une iframe, elle a une hauteur fixe. Et notre widget, on a envie qu'il puisse s'agrandir. C'est pas le cas de tout le monde. Si vous faites un player vidéo, vous avez un ratio, ça va. Si jamais vous avez une hauteur dynamique, c'est un peu limitant. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de mesurer le contenu à l'intérieur de l'iframe pour appliquer et setter la hauteur de l'iframe depuis la page first party. Et donc notre intuition, c'est on va mesurer la taille du body de l'iframe. Sauf que on se rend vite compte que quand on a le contenu à l'intérieur de notre iframe qui grandit, ça marche très bien, le body a grandi. Mais si on a moins de contenu, le body a un comportement spécial qui fait que il prend de l'espace. Il dit j'ai de l'espace, moi je vais prendre tout l'espace disponible. Donc il ne rétrécit pas. Donc on ne peut pas regarder le body de l'iframe, on est obligé de mettre une div à l'intérieur qui, elle, va avoir la propriété de rétrécir avec le contenu qu'il y a dedans. Comme on regarde la hauteur de cette div,
Il y a Intersection Observer qui a l'air d'être une super spec parce que c'est Google qui l'a fait pour le third party. À la base, c'est fait pour mesurer de la visibilité de pub et des choses comme ça. Sauf que quand on regarde la spec, ils nous disent clairement que l'objectif, c'est pas de faire du pixel perfect. En gros, c'est comme un backend qui fait du CSS. Vous avez des mesures qui vont faire que votre widget il va être croppé de partout et ça va être un peu moche. Donc Intersection Observers, on oublie. On va utiliser notre bon vieux getBanding client rect qui va nous permettre de mesurer la page. Soit on le fait à toutes les frames, soit on le fait à toutes les timeouts arbitraires millisecondes, et ça marche très bien. Une autre limitation, c'est surtout dans les bibliothèques que vous utilisez. Souvent, ils utilisent les global window et document, et le problème, c'est que ça ne va pas être les bonnes. Pour la gestion du focus, notamment pour l'accessibilité, la gestion des sélections, bah, ça va être le window et le document de la page first party, et pas celui à l'intérieur de votre iframe. Ça a pris des mois pour avoir une PR sur React qui prenait ça en compte, parce que c'était pas prévu à la base. Et si c'est pas prévu à la base d'avoir besoin du nœud comme dépendance pour récupérer le document qui permet ensuite de récupérer la window, bah vous vous retrouvez avec des mois et des mois de développement pour rajouter les dépendances là où il faut. Bah, ça peut être une problématique dans les bibliothèques que vous installez. Une vérité qui n'existe plus dans ce contexte-là, c'est l'héritage en JS. Si vous avez un array qui a été généré dans l'iframe, le instance of array ne marchera pas parce que c'est pas une instance du même array. Le constructeur array, l'iframe va avoir son propre constructeur array. Donc pour ça, les objets natifs ont des méthodes qui permettent de le faire, qui permettent de retrouver le type de l'élément. Mais pour votre code à vous, il va falloir faire du duck typing, donc rajouter des petites propriétés, is-trusted, je sais pas quoi, avec des ID uniques ou je ne sais quoi, pour bien savoir que l'objet est censé avoir ce type-là. Maintenant, il y a les navigateurs, qui sont pas les derniers pour nous emmerder, parce que globalement, vous vous retrouvez avec des bugs que personne n'a, quasiment. Par exemple, il y a quelques mois, on s'est rendu compte que sur Firefox, le Animate en SVG, qui permet de faire des animations à moindre coût, ne fonctionnait pas dans les iframes sourceless. Et après, on va regarder dans le bug tracker Firefox, il y a une issue qui est ouverte depuis 4 ans, avec un mec qui vous répond « Ah lol, tu utilises des Chromium SVG, c'est pas la spec, c'est pas censé marcher », alors que ça marche dans tous les autres navigateurs, vous avez un peu l'impression qu'ils se foutent de votre gueule. Et voilà. Ça vous fait perdre tout espoir dans le W3C qui fait des API chacun dans son coin et personne se parle, et au final le SVG ne peut pas marcher dans ces conditions-là, alors qu'ils ont prévu les iframes sourceless dans la spec. Après vous avez Safari qui fait des trucs super pour la privacy, notamment le content blocker, les intelligent tracking protection et tout ça, mais globalement ça vous empêche de faire marcher votre système. Si vous avez vu dans la vidéo au début, il y a un petit bouton ajouter un contenu sur mon blog. Mais ce bouton-là, je ne vais pas l'afficher à tous les utilisateurs, je vais l'afficher qu'aux utilisateurs logués. Sauf que je ne peux pas le faire sur Safari. À moins de dire à la personne, bah, nique ta privacy et débloque-le partout. Et on va leur dire ça à Safari, ils nous font non, tout le third party, c'est de la merde, tout le monde va en abuser, donc je ne peux pas ouvrir une API comme ça. You. Chrome ne dit rien parce que leur intérêt c'est de faire de la pub à balle et de vous targeter dans tous les sens et d'avoir leurs cookies disponibles partout. Donc eux, il n'y a jamais de problème avec le third party, vous êtes tranquille. Ils ont même AMP qui fonctionne intégralement là-dessus. Donc pour eux, ils sont très contents. Alors maintenant, retour au design. Comment on fait des layers et des modals dans un univers third party? Première solution, vous agrandissez votre iframe, mais vous décalez tout le contenu de la page et c'est très moche. Et pas performant parce que vous faites du layout de partout sur la page, c'est pas cool. Deuxième solution, vous vous limitez à la hauteur déjà disponible de l'iframe et vous mettez des scroll bars pour avoir 10 px visibles dedans. Solution 3, vous faites 2-3 mesures et vous rajoutez des iframes. Et ça marche très bien. Et pour ça, il y a une API qui est géniale, c'est Create Portal dans React, parce qu'elle vous permet de rendre un élément ailleurs dans le DOM. Et du coup, vous pouvez rendre un élément d'une iframe ailleurs dans une autre iframe, et c'est super cool. Vous pouvez faire un petit composant qui va rendre une iframe, et quand l'iframe est chargée, faire un portail qui va rendre vers l'intérieur de cette iframe. Et c'est plutôt cool. Et si jamais votre code a besoin de tourner et dans un environnement first party et third party, il suffit de faire une condition et de wrapper votre truc dans une iframe s'il y a besoin. Alors, le storage, c'est aussi assez compliqué. Vous ne pouvez pas avoir vos cookies third party aujourd'hui dans la plupart des navigateurs parce que vous ne pouvez pas les écrire, vous pouvez les lire dans certains cas.
En fait, non, vous pouvez pas les lire depuis quelques temps sur Safari et Firefox parce qu'ils mettent un truc qui s'appelle la tracking prevention, qui fait que globalement, au bout de 24 heures ou d'une semaine, ou ça dépend, vous n'avez pas vraiment d'indication, vos cookies, vous pouvez plus les lire. Donc, vous êtes obligé de limiter votre storage au first party. Euh, alors, il y a évidemment des petits malins dans les startups qui font du retargeting cross-site, qui ont essayé des techniques complètement flinguées de détourner l'aspect HTTP pour dire, pour trouver des trucs qui résistaient au vidage de cache en générant des ID uniques, en faisant popper des subdomains avec des trucs. Enfin, c'est une course comme l'adblocking un petit peu, mais c'est complètement flingué. Et au final, à chaque fois que quelqu'un trouve qu'il y a un abus, les navigateurs répondent et les autres trouvent un autre abus, et voilà. Autre problématique, votre SDK ou votre page, votre iframe, elle doit avoir un budget de perf parce qu'elle va être sur une page qui n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas non plus utiliser énormément de polyfills parce que Mootools et Prototype sont encore sur des pages web aujourd'hui. Et globalement, si vous avez un function prototype bind, il va vous bousiller tous vos scripts dès que vous l'utilisez. Pareil pour les array.map et les choses comme ça, parce que Prototype et Mootools avaient eu l'excellente idée de l'implémenter dans le prototype natif des choses. Et globalement, ça réécrit par-dessus les fonctions officielles, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Si vous utilisez des outils qui ont un runtime comme Webpack, où vous allez avoir la fonction Webpack JSONP pour gérer le code splitting, le first party aussi il peut utiliser Webpack. Donc en fait, n'importe quel outil où il y a une option pour namespacer, faites-le. Sinon, dans le cas de Webpack, vous allez injecter vos modules dans le Webpack du site sur lequel vous êtes ou inversement. Après, vous avez à quel moment je démarre mon script. Est-ce que j'attends le DOM ready? Est-ce que j'attends le onload? Les règles traditionnelles ne s'appliquent pas comme dans n'importe quel, comme dans un environnement que vous maîtrisez, parce que la plupart des sites aujourd'hui de presse, dans notre cas, sont bourrés de document write pour la pub. Et globalement, ça vous enlève la possibilité de charger votre script à l'avance. Vous pouvez potentiellement avoir des scripts qui vous injectent vous plus tard dans la page. Donc la seule solution là-dessus, en tout cas la plus clean, c'est de faire une boucle asynchrone qui va surveiller l'apparition d'une fonction, donc votre fonction que le client va définir pour lancer l'exécution. Et vous allez utiliser un timeout arbitraire, encore une fois, pour aller vérifier toutes les n millisecondes que c'est ajouté ou non. Après, vous avez aussi potentiellement des scripts analytics à fournir à des gens pour leur permettre de faire de la mesure. Et les scripts analytics, ils ont une particularité, c'est qu'ils doivent charger le script qui va déclencher les requêtes pour envoyer les mesures sur le serveur. Mais il doit aussi enregistrer les événements avant que le script soit loadé, parce que l'événement typiquement PageView va arriver avant que le script ait fini de loader. C'est pour ça que les scripts analytics, en général, ils ont à peu près cette tronche-là. Vous avez 3 parties dedans. La première partie, c'est la déduplication. Parce que si vous avez 2 trackers qui balancent le PageView, vous allez avoir des stats très gonflés et ça va un peu aller à l'encontre de ce que vous voulez. Ensuite, il faut enregistrer avec un petit code minimal tous les événements, les mettre dans une queue qui va les garder tant que le script est chargé. Et ensuite, le bout de code qui va charger le script et qui va prendre le relais une fois que c'est fini. Ensuite, l'API que vous exposez, il faut partir du principe qu'elle doit marcher ad vitam aeternam, parce que comme on disait pour la problématique du back-end, les gens ne mettront jamais à jour. Vraisemblablement jamais, à moins qu'ils aient besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Ça veut aussi dire que vous ne pouvez jamais ajouter un changement qui va casser l'existant. Quand vous faites un widget third party, vous devez garder toujours tout ça en tête à chaque étape, parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière sur vos décisions. Parce qu'une fois que c'est sur le code, une fois que ça a été mis dans le template de vos utilisateurs, c'est fini, il n'y a pas de retour arrière. Parce que c'est ni notre page, ni notre domaine, et ni un environnement qu'on contrôle. Et donc, pour conclure, pour les styles, vous êtes fucké, il faut utiliser des iframes. Pour les scripts, vous êtes fucké, vous avez des limitations que vous ne pouvez pas contourner. Pour votre API, elle doit rester rétrocompatible ad vitam aeternam, donc surtout réfléchissez bien au début. Et pour le storage, tant pis. Merci à tous.
des questions. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Je voulais juste vous poser une question par rapport au storage. Qu'en est-il des sessions et local storage qui sont dans les navigateurs? En gros, dans les navigateurs, le cookie, le session et le local storage, ils obéissent tous aux mêmes règles. Ce qu'on peut avoir, c'est en gros, on peut stocker des informations à l'échelle du domaine du client. Par exemple, si j'ai une page qui est affichée sur mon blog, bah, je peux poser un cookie pour mon blog, mais pas au-dessus. Et oui, ils obéissent tous aux mêmes règles. Ça veut dire que Safari, je crois que même ils peuvent jeter des erreurs, ou ils ignorent, ou c'est des erreurs silencieuses. Bon, bah, merci Mathias. De rien.